Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch et on poursuit encore avec un DVD de catch. Oui, je poursuis encore et toujours. Et du coup, c'est toujours sur Spécial Catcher. Et, euh, et je pense que ça va, on va dire, poursuivre jusqu'à ce que ça soit un peu terminé. Mais bon, pas trop besoin de parler dans le vide ou de dire quoi que ce soit d'inutile, vu comment je vais vous montrer le DVD auquel on va s'attaquer, même si avez cliqué sur la miniature. Et du coup, laissez-moi vous montrer le CD sur Brian Pillman The Lost Canyon. Et oui, donc édité par Silver Vision sur 2 DVD. Donc voilà, tout simplement. Tout l'historique qui va avec. Bien sûr, toujours uniquement en anglais. Voilà, 2 DVD, pas besoin d'en dire un peu plus. Et la notice. Enfin, ouais, on va appeler ça comme ça. Avec quelques photos et tout. Alors, alors là, je m'attaque au premier DVD avec le documentaire. Tout ce que je pourrais en dire, c'est que on parle un peu de la vie de Brian Pillman, notamment, notamment de son enfance et de tout. Ça, c'est un peu très très peu. Et après, ça va un peu parler de sa scolarité et notamment, il me semble que ça va parler également lorsqu'il va avoir un espèce de problème de gorge. Je crois que c'était un genre de... J'avais dit il y a quelques années que c'était un genre de truc cancéreuse qu'il avait au niveau de la glotte de la gorge et que c'est pour ça qu'il aurait quelques opérations et que malgré les opérations, il commençait déjà à avoir une voix grave. Et du coup, c'est ce qui le rendait un peu de manière façon unique. Mais vu comment notre cher Brian Pillman commençait déjà, je sais pas comment le dire d'une certaine manière, commençait à grandir, plus après devenir ado et tout ce qui s'ensuit, sa scolarité et tout, lui, il va plus se consacrer vers une carrière de football américain, donc football career, et auquel, malgré sa petite taille et qui n'est pas tellement grand et baraqué, il arrive quand même à mieux rivaliser avec les footballeurs de l'époque. Même si, encore une fois, c'est que péjoratif ce que je dis, hein, mais même si péjoratif ou pas, j'en ai aucune idée si c'en est une. Mais ce que je pourrais en dire, c'est qu'il a eu une carrière de football américain, puis rapidement stoppé, et que il s'est dit qu'il voulait peut-être s'intéresser au catch. Et d'ailleurs, il va se lancer dans le catch et un peu aller d'un côté à l'autre, jusqu'à aller du côté de Calgary, donc Stampede Wrestling, la fédération des Hart du patriarche Stu Hart, et auquel il va commencer à faire ses marques et faire équipe avec des fils de Stu. Il me semble que c'est Bruce Hart auquel il va faire équipe, et l'équipe s'intitule tout simplement The Bad Company. Si non, il y a aucun doute, je me suis pas trompé, c'est vraiment la Bad Company, et auquel il fait équipe avec le fils de Stu, puis après avoir un petit succès à la Stampede, et qui va commencer à faire ses marques un peu partout, notamment la Stampede, la WCW. Je sais pas s'il est allé à la Smoky Mountain, et il me semble qu'il a déjà été à la New Japan, si ma mémoire est bonne, et auquel, je crois que j'ai pas besoin d'en dire un peu plus, si ce n'est que là, on passe à Flying Brian.
Donc son côté très voltigeant, enfin très voltigeur, et auquel, beh, il utilise beaucoup la troisième corde pour voltiger. Pas mal de prises aériens, eh ben, il ne fait que s'envoler et dire que, pour l'époque, ça faisait de plus en plus rare, mais maintenant, aujourd'hui, ça devient la norme avec, pas mal de personnes, peu importe le gabarit différent. On sait qu'il y en a beaucoup qui font, pas mal de spots et auquel on se dit: auquel il y a aucune personne qui se rend un peu, spéciale. Là, c'est vraiment, je peux faire mieux, toi, est-ce que tu peux faire mieux? Si ou là, et quoi. Donc c'est sûr, il commence à faire sa marque à la WCW, puis, au titre light heavyweight également. Ça tourne autour du titre light heavyweight de l'époque, WCW. Je savais que WWF avait un titre light heavyweight à l'époque de l'Attitude Era, mais qu'il n'était pas mis autant en valeur. Mais pour le titre WCW, un petit peu, mais d'une période de courte durée au niveau du titre. Puis ensuite, là, ça parle de son mariage avec Melanie Pillman, donc la femme de Brian, justement, et auquel, ben, elle aussi n'est plus de ce monde, à ce que j'ai entendu dire. Il me semble, hein. Faut pas que je me trompe ou que j'erronne les informations, mais il me semble que c'est ça. Mais tout ce que je sais dans ce documentaire, ben, on va montrer bah, tout simplement des petits extraits de son mariage avec son épouse. D'ailleurs, pas mal de ses amis, familles qui vont en parler de tout ce qui entoure Brian Pillman. Donc, tout ce que je pourrais en dire un peu plus là-dessus. Ensuite, les Hollywood Blondes, son association avec Stunning Steve Austin, donc qu'on connaîtra bien sûr sur le nom de Stone Cold Steve Austin, auquel, ben, certes, ça va parler de leurs deux associations, et auquel, ben, c'était quand même deux jeunes catcheurs très prometteurs et talentueux, mais que rien ne les prédestinait à avoir un avenir, certes couronné de succès. Je parle plus pour Stone Cold, même si on sait que sa période dans le catch sera de très courte durée, mais ça l'a pas empêché d'avoir un immense succès, notamment auprès du grand public. Alors que Brian, lui, malheureusement, on sait ce qui va s'en suivre par la suite. J'ai pas besoin d'en dire un peu plus. Mais bon, là, son association avec les Four Horsemen, auquel je ne savais pas au début et auquel je me dis, c'est assez étonnant comme quoi, certes, un gars comme lui peut aller dans les Four Horsemen, alors que pourtant j'avais déjà vu les CD des Four Horsemen. Je sais même pas s'ils avaient fait mention de lui auparavant, mais j'avais complètement oublié hein, qu'il avait été dans les Four Horsemen, pour être totalement honnête. Et Et je sais pas quoi en dire un peu plus, hein. Vraiment, je ne sais pas dire, de tout ce qu'il peut en dire, par la suite. Là, ça parle de sa gimmick de Loose Canyon, donc son côté un peu fou lunatique, très, bah, très imprévisible, auquel, beh, on voit bien à l'affiche, hein, comme quoi, beh, il incarne très bien ce côté un peu psychotique, le petit gars, de Cincinnati dans l'Ohio qui commence à faire des trucs de psychotique, voire de psychopathie, et j'en passe d'autres. Donc c'est sûr que sa gimmick lui aurait été propre, comme The Flying. Mais bon, de toute façon, je passe par la suite. ECW, donc son passage à la ECW, il a fait une belle petite carrière, même si c'est pas non plus la grande orme, mais il est passé à la ECW. Et même si cette période fut courte, bah, de toute façon, il était destiné à aller à la WWF, WWE, même si rien ne le prédestinait à le faire devenir catcheur de l'entreprise. Et pourtant, ça s'est passé ce qui s'est passé. Ensuite, car accident. Alors là, je pense que ça parle de son accident de voiture qu'il avait eu et auquel, ben, certes, d'une part, son accident de voiture a failli lui être fatal.
et que sa jambe, il me semble que sa jambe fut été blessée et auquel ben, les médecins l'ont miraculeusement sauvé, donc sauvé son membre de sa jambe, et auquel ben, il pourra à nouveau marcher. Donc je sais pas si c'était à propos de ce qu'il avait pris, est-ce qu'il avait pris de la drogue ou de l'alcool, j'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il a, ben, il a eu un accident de voiture et auquel il a miraculeusement survécu, encore heureux. Et là, son arrivée à la WWE, donc c'est sûr que, certes, il fait ses débuts à la WWF en signant un gros contrat, mais vu comment il ne s'en est pas encore remis de sa blessure au niveau de la jambe, bah, il va s'occuper en tant que poste de commentateur et un peu d'annonceur. Parce que je me rappelais qu'il va faire annonceur par la suite, intervieweur. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi bah, qu'il a été commentateur pour la petite émission auquel on s'en fiche un tout petit peu, c'est un peu comme Main Event, mais auquel bah, ça s'intitule tout simplement Saturday Night Shotgun. Donc ça c'était un genre de petit show qui occupait en attendant les fans jusqu'à poursuivre avec Monday Night Raw et auquel bah, il va occuper du poste. Et déjà, en faisant ça, c'est sûr qu'il a déjà ce petit côté qui le rend un peu unique, son côté fou, imprévisible, qui colle plutôt bien au concept, même si on se rapproche petit à petit de l'ère attitude. Et c'est pas forcément au hasard, quoi. C'est, c'est d'une façon de voir un peu plus la chose. Et là, ben, ça parle de Infamous Gun Incident. Alors, ça, c'est ce fameux passage auquel, ben, certes, il est entre autres en rivalité avec Steve Austin et que ce dernier, certes, est chez lui, aux côtés de sa femme et de ses quelques amis qui le protègent dans la maison, et que Brian Pillman, lui, certes, il est certes blessé, mais il est armé d'un gun. Donc, limite, on pourra appeler qu'il est un petit peu le Kurt Cobain du catch. Je sais pas pour vous, mais je pourrais dire qu'il a un petit peu ce côté Kurt Cobain et auquel ben, il attend impatiemment Steve Austin, l'histoire de lui flinguer s'il se rapproche de sa propriété, même si je suppose que sa propriété n'est pas... Enfin, il me semble que c'est vraiment à lui, mais j'en ai aucune idée, hein. Forcément, j'en ai franchement aucune idée. Peut-être que c'est à lui ou pas à lui, je ne sais pas, je saurais pas vous le dire, hein, parce que moi, moi, je suis pas là pour me prendre trop forcément la tête, et que tout ce que je sais, c'est que vous voyez le segment avec Triple H et Randy Orton. Ben, sachez que ce moment-là, ça va un petit peu inspirer d'aller dans la maison de l'autre et de aller le tabasser. Sauf que là, pour l'époque, c'était iconique, vu comment bah, Pillman attend impatiemment bah, Steve Austin. Il attend qu'il rentre chez lui et qu'il braque son arme. Soit, soit il va tirer, soit il va pas le faire. Mais vu comment, à ce moment-là, ça vire au noir un peu grisant, grisâtre, un peu comme un écran de fumée, et que t'as les personnes qui veulent empêcher une catastrophe arrive, et du coup, ben, on s'empare de Pillman et de son arme, donc on confisque entre autres son arme, mais il a toujours dans les mains. Bon, après une interruption de quelques minutes, ben, je décide de poursuivre. Donc oui, après qu'on ait séparé les deux hommes, notamment en lui enlèvement en théorie le pistolet qu'il avait dans les mains, ben, il aura tout de même, je sais pas si c'était un autre ou justement il l'avait depuis le début, enfin j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr c'est que ils ont, on va dire, expulsé de la maison, donc Steve Austin a été expulsé. Donc voilà, puis après son association avec la Hart Foundation, notamment lorsque Bret Hart fut tourné heel et qui s'associe au British Bulldog, Owen Hart et Jim Neidhart, et il a fallu que Brian Pillman rejoigne également cette faction. Donc ok.
Puis ensuite, eh bien, bah, il va avoir pas mal de choses à en dire. Puis après, annon- a- annonceur, Hiding the Pain. Et enfin, avec la storyline avec Goldust et Marlena. Donc, qui est Terry Rhodes ou Terry Runnels, si vous préférez de citer que peu. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que certes, il est en rivalité face à Goldust, et auquel, si jamais Goldust perdrait, eh ben, Marlena est à lui. Et du coup, ben, il va lancer sa fameuse émission Brian Pillman's XX Fields, auquel ben, il va lui mettre à Marlena des tenues très provocantes, euh, façon un peu mauvais. On va dire les mauvaises filles qui aiment porter ce genre de truc. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et après, ben, il a fallu que je pense que ça devait encore continuer leur rivalité jusqu'à ce que... Attendez, je vais venir dessus. Ça prend quelques minutes. Et... allez. Ouais, je sais, il est un petit peu lent, mais bon. Euh, il a fallu que le 5 octobre, auquel, ben, dans la matinée, lors du jour du spectacle In Your House Bad Blood, qui s'est déroulé à Saint-Louis dans le Missouri, auquel ben, Brian Pillman décédera dans sa chambre d'hôtel, mais sauf qu'il était à Minneapolis à ce moment-là, alors que le show c'était à Saint-Louis. Et, euh, et il me semble que c'est à cause de l'abus de prescription de drogue, et auquel ben, ce sera détecté comme une malformation cardiaque qui aura conduit à son décès, et auquel je me dis, ah ouais, donc il a un peu abusé de drogue et d'alcool, et auquel ben, il fut retrouvé mort à l'âge de 35 ans. Et que c'est pour ça, attendez, j'essaie de mieux cadrer du mieux que je peux, désolé pour ça, c'est pour ça ce que je trouvais ça un tout petit peu gênant, qu'ils avaient, le jour où on annonçait sa mort, et auquel, ben, en plus c'était dans un épisode d'Euro, auquel ben, McMahon interviewait Melanie Pillman, et auquel ben, c'était un peu gênant à regarder, euh, de la manière de comment on posait les questions, et comment... enfin, c'est un peu dur à dire, hein, clairement très dur à dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un peu gênant, et auquel, ben voilà comment je pourrais m'arrêter ici sur le documentaire sur Brian Pillman, mais ça a été plutôt intéressant à découvrir. Ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Bah maintenant, je passe directement au bonus. Donc les Road Warrior Annual Retail Car, donc la voiture de Animal. Puis après, leur première rencontre avec Stone Cold, et, euh, et les souvenirs que Stone Cold avait de Brian. Eric Bischoff euh, qui parle du personnage de Pillman. Ensuite, Jim Ross également. Sa convention lors du Las Vegas. Puis après, leur première rencontre avec JR. Bill Cunningham, il me semble que c'est un animateur radio de Cincinnati de l'époque, auquel ben, il avait fait un show hommage à Brian. Mick Foley qui parle de son premier match avec Brian Pillman. Et il me semble que ça s'arrête ici. Il me semble, hein. Puisque maintenant, si je veux, je peux m'attaquer au match, si vous permettez. Alors, de toute façon, ben, le premier match dans le bonus, eh ben, ça s'est déroulé à Stampede Wrestling, ou Calgary Stampede Wrestling, donc CSW, qui s'est déroulé le 26 du 3 1988, et auquel c'est juste un interview et pas un match. Là, je viens juste de me rendre compte que j'ai fait une belle erreur, hein. Donc, excusez-moi, je m'en excuse sincèrement. Donc oui, c'est leur interview avec Bruce Hart et Brian Pillman. Donc c'est juste une interview. Puis après, les séries de Pillman's X-Fields. Le Gun Incident, ça je l'ai déjà cité, le 4 du 11
96 ou 96 si vous préférez. Ensuite. Ben là, c'est le match. Là, c'est les matchs. Ah, désolé, parfois je confonds, hein, je m'en excuse sincèrement. Ah, si seulement j'étais plus attentif. Mais malheureusement, à chaque fois, ça me joue des tours. Oh là là. Je suis désolé, franchement, je suis sincèrement désolé. Mais bon, faut pas trop me reprocher tout ça. Mais bon, le 23 du 4 1988, auquel c'est un match international pour les titres de Canadian Stampede, enfin Canadian Calgary Stampede Wrestling, et auquel ça oppose Bad Company, donc Brian Pillman et Bruce Hart, contre les Midnight Cowboys, équipe composée de Rip Rogers et de Kerry Brown. Et ok, le match était plutôt pas mal en soi, je vais pas vous le mentir, c'était plutôt pas mal, mais en fin de compte, ce sera victoire de Bad Company qui ressort grandi de ce match-là, et auquel ce match-là, je mets 3,40. Voilà, tout simplement. Par contre, c'est vrai que il y a des matchs auxquels ils sont pas en mode complet. D'ailleurs, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Attendez. Ouais, je pourrais encore suivre, hein, je pourrais encore suivre. Alors, là, c'est lors de WCW Halloween Havoc le 28 du 10 1989 pour le titre des États-Unis de la WCW, qui était à l'époque US Heavyweight Championship, et auquel ça oppose Brian Pillman à Lex Luger. Alors, je sais qu'on pourrait dire qu'il y a opposition de style et opposition de physique, sauf que au niveau physique, je trouvais qu'à l'époque, Brian Pillman, il pouvait largement rivaliser avec Lex Luger, tout simplement parce que je, je me dis c'est peut-être impossible, mais qu'ils s'affrontent, et pourtant c'est déjà arrivé qu'ils soient affrontés les deux, parce qu'on se dit Lex Luger, il est plus grand, plus baraqué que Brian Pillman, et pourtant Brian Pillman, à part quelques centimètres pour battre au niveau de taille Lex Luger, mais il arrive quand même à rivaliser. Alors certes, il a pas autant de grosse musculature que Lex Luger, mais il peut largement rivaliser avec lui. C'est tout ce que je peux dire au niveau physique, et auquel certes Lex Luger, lui, c'est du genre très terre à terre, grosse puissante, que peu de technique, alors que Pillman, lui, il ajoute agressivité, intensité et voltige, et auquel les deux, même si les deux sont un peu un cas similaire, même un peu différents, bah, c'est intéressant de découvrir l'opposition de style. En tout cas, c'est que mon propre avis, et auquel je me dis le match plutôt cool. Pour le coup, c'était plutôt cool, et auquel The Flying Brian Pillman a tout tenté pour espérer de tout faire de son pouvoir pour battre Lex Luger, mais en fin de compte, c'est Lex Luger qui arrive à battre Brian Pillman et à conserver son titre US. Et du coup, ce match-là, 3,60, et auquel c'était plutôt pas mal, pour le coup, vraiment pas mal. Et ensuite, je poursuis avec un match très rapide de NWA pour National Wrestling Alliance pour le titre US par équipe, qui était un tournoi, donc le 12 du 2 1990 ou 90 si vous préférez. Brian Pillman et Tom Zenk, Tom Zenk, contre The Fabulous Freebirds, équipe composée de Michael P.S. Hayes et si je ne me trompe pas, c'est Jimmy Garvin. Oui, Jimmy Garvin. Match, comme je l'ai dit. Bon, après, est-ce que c'est si court que ça? Pour moi, mon propre opinion, je pourrais dire oui. Mais après, j'ai pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus. Ce n'est que, ok, il y a eu des tas de trucs. Et il s'en passe des choses.
Et en fin de compte, après que je pensais que ce serait les Freebirds qui vont prendre le dessus et partir sûrement avec la victoire, en fin de compte, ce sera Brian Pillman et Tom Zenk qui battent les Freebirds. Et auquel ce match-là, c'est un 3,5. Pour le coup, je le mets ça. Et là, euh, ça c'est quand Brian Pillman se déguise en Ric Flair version vieux, juste pour troller les Four Horsemen. Donc oui, Pillman et Austin, ils faisaient tout de leur pouvoir pour troller Flair, Anderson, Blanchard, Windham, et peu importe n'importe quel membre des Four Horsemen, même Gigi Dillon. Bref, peu importe qui ils veulent troller, bah c'est sûr que ils, ils font tout pour les ridiculiser, même si c'est pour provoquer un guet-apens, et pourtant c'est eux qui arrivent à sortir grandi de cette guet-apens, enfin de ce guet-apens quoi. Et voilà, je pense que c'est pas grand chose à en dire. Puis après, Flying Brian Up Close, ça se termine là-dessus. Donc ça c'est que des séries de vignettes. Ensuite, ben, je passe directement ben, à ce match-là, quoi. Parce que ça, c'est au DVD 2. C'est dans WCW World Wrestling, enfin World Championship Wrestling Wrestler Wars, le 24 du 2 1991, donc 1991, qui va opposer ben, Brian Pillman, Sting et les Steiner Brothers contre les Four Horsemen. Alors, dans les Four Horsemen, et surtout dans les Steiner, eh ben, Rick Steiner, Scott Steiner, et dans les Four Horsemen, c'était... si je ne me trompe pas, c'était... Bah, tout simplement Ric Flair, Sid, enfin, Sid Justice, Sid Vicious, Psycho Sid, peu importe de comment on l'appelle, Barry Windham et Larry Zbyszko, et auquel ce match-là, je l'avais déjà cité dans les plus grands matchs de War Games à l'époque WCW. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je m'en rappelle ben, du match comme quoi, ben, certes un coup que les quatre participants respectifs, que ce soit les face ou les heels, sont tous montés et que ça commence à se battre. Ce que je me rappelle, c'est quand Sid va faire un powerbomb sur Pillman et ce dernier va tomber sur la tête. Et il me semble qu'après ça, ben, le match est déclaré forfait. Je pense que c'est victoire des Four Horsemen, il me semble, qu'ils ont fait fort ce jour-là avec Sid. Et que du coup, ben, c'est comme ça comment ça se termine là-dessus. Donc oui, hein, pas besoin d'en dire un peu plus, ce n'est que je sais dire ce que je sais en dire. Et que bah, ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Donc bien sûr, ça ne change pas du tout. Donc voilà. Ensuite, bah, cette fois-ci, c'est le 27 du 10 1991, lors de Halloween Havoc, pour le titre Light Heavyweight de la WCW, auquel Brian Pillman affronte Richard Morton, qui était plutôt allez, sympathique, vraiment sympathique. Rien à en dire là-dessus de ce qu'il y a dans le match. Et que ça va conclure avec, si je dis pas de bêtises, ça va conclure par Brian Pillman qui bat Richard Morton. Et du coup, ce match-là, 3,20. Ensuite, lors de Clash of the Champions 15, il me semble que c'est 15, le 12 du 6 1991, auquel ben, le perdant des deux doit quitter le match, enfin doit quitter le match, doit quitter la WCW. Il me semble que c'est cela, et du coup ça oppose Brian Pillman et El Gigante contre les deux moitiés des Four Horsemen, Barry Windham et Arn Anderson, et auquel ce match-là, je sais qu'il est plutôt court en soi, mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est
Brian Pillman et El Gigante qui perd le match au profit des Four Horsemen. Et du coup, bah, je pense que la décision de ce match a été décidée. Je pourrais pas dire qui a fait le tomber sur qui, mais voilà quoi, j'ai pas besoin d'en dire un peu plus. Mais bon, ce match-là, 3,10. Ensuite, attendez, il faut que je me positionne parce que c'est pas possible avec ça. Donc, voilà, merde. Ouais, désolé, c'est à cause mon trépied du truc, enfin, du truc qui pend, quoi, donc je m'en excuse. Hop. Oh là là, j'arrête pas de faire tomber, quoi. Bon, là, c'est pour WCW Saturday Nights, auquel s'est déroulé le 26 du 12 1992, enfin 1992, qui oppose Brian Pillman et Barry Windham contre Johnny Gunn et Tom Zenk. Et ce que je pourrais en dire de plus là-dessus, c'est que match, ouais, j'ai pas besoin de trop en rajouter, ce n'est qu'un ouais. Et du coup, bah, ce que je peux dire, c'est que c'est victoire de Pillman et Windham qui battent Gunn et Zenk. Et du coup, bah, ce que je pourrais dire, c'est 3,20, tout simplement. D'ailleurs, il y a un match. Ouais, parce que j'essaie de faire dans un ordre chrono, mais même si c'est pas dans un ordre chrono. Attendez, est-ce que ça s'est déroulé le 12? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le match qui oppose bah, tout simplement dans un WCW Super Bowl 2 le 29 du 2 1992 pour le titre World Light Heavyweight de la WCW, Brian Pillman contre Jushin Thunder Liger. Et du coup, ce match-là, il était plutôt très bon, même excellent. Alors je sais qu'au niveau in-ring, je sais que c'est au niveau de l'excellence, même si est-ce que ça raconte quelque chose? Est-ce que les personnes impliquées sont de véritables stars? Et j'en passe d'autres. Pour Liger, je sais que c'est une star au Japon, mais est-ce que c'est une star aux États-Unis? Non, malheureusement. Et c'est un triste fait auquel on ne peut que reconnaître. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que le match était plutôt très bon. J'étais très étonné que ce soit victoire de Pillman, parce que c'est lui qui bat Liger. Et du coup, bah, je me dis, ok, c'est sûrement un des choix logiques de faire gagner bah, le gars du pays. Et ce que je peux dire, ben voilà quoi, le match plutôt sympathique et que ce match-là, 3,80 auquel je décide de mettre. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Donc voilà, ensuite, ça j'ai déjà cité. Maintenant, euh, en 93, donc 1993, lors de Slamboree le 23 du 5 1983, avec les Hollywood Blondes, donc équipe composée de The Stunning Steve Austin, slash Stone Cold Steve Austin, et The Flying Brian Pillman, contre les Red Mask. Donc les mecs masqués en rouge et vert. Et du coup, ben, cette équipe, ça oppose Ricky de Dragon Steamboat et de Shane Douglas. Et du coup, j'étais en mode what? Et je m'étais dit, est-ce que ce match, je l'avais pas déjà cité quelque part? Parce que maintenant, avec le temps, j'arrive à oublier, je sais pas pourquoi, hein. Alors que le match du War Games, étrangement, il m'est resté en tête. Mais ce match-là, je sais que je l'ai vu, mais j'ai oublié. Franchement, sincèrement, je sais pas, c'est pas une blague, j'ai vraiment oublié bah, de quel chiffre je lui avais mis. Mais ce que je peux dire, c'est que bah, c'est victoire des Hollywood Blondes qui battent les Red Mask. Et du coup, en plus dans un match en cage, hein, dans un match en cage, j'ai oublié de le préciser. Ouais, parce qu'il le marque pas et pourtant c'était dans un match en cage. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est victoire des Hollywood Blondes et que je lui mets 3,50 également. Ensuite, lors du Super Brawl, lors du 20 du 2 1994, donc 1994, lors d'un Thunder Cage match
avec tout simplement Brian Pillman, Sting et The Natural Dustin Rhodes contre Mr. Wonderful Paul Orndorff, Stunning Steve Austin et The Ravishing Rick Rude. Il me semble qu'ils sont dans la faction euh, Dangerous of... enfin, il me semble que c'était dans la faction de Paul Heyman. Oh là là, j'ai un peu oublié. Ah, ça c'est la poisse, hein. Quand j'oublie, c'est vraiment la poisse. Mais bon, je pourrais pas trop me justifier là-dessus, si ce n'est que dans ce match-là, certes, ça partait en porc-nawak, comme je pourrais dire dans chaque match auquel je regarde. Mais là, c'était à peu près tout différent. Et auquel Steve Austin et Pillman se sont séparés parce que il me semble que Austin allait faire carrière en solo et résultat, ça lui a plutôt réussi, tandis que Pillman, lui, c'est toujours à la course vers les gars de poids léger, et auquel il fera tout de même parler de lui et faire sensation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais en mode, c'est fort possible que ce serait victoire de l'équipe de Orndorff, Rick Rude et de Austin. Je m'étais dit, c'est fort possible. Et pourtant, pas du tout. On m'a pris au dépourvu ces victoires de Pillman, Sting et Rhodes. Donc ce match-là, c'est 3,80, tout simplement. Je passe, voilà, à l'arrière. Et là, ça, c'est à WCW Nitro, le 4 du 9 1995, ou 1995 si vous préférez, auquel il affronte une nouvelle fois Jushin Liger. Et vu comment leur premier affrontement en 92 était plutôt bon, pour le coup, il n'y a rien à dire, ils tentent le couvercle et que il me semble que c'était à ce moment-là le début de choc avec Lex Luger qui part confronter notamment les gars comme Hogan, Sting et j'en passe d'autres. Il me semble que c'est dans cette soirée-là et auquel l'environnement est un peu surprenant parce que ils font un show de catch dans un centre commercial. Oui, je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Quand je voyais l'environnement, j'étais en mode, ok, ils font du catch dans un centre commercial. C'est du jamais vu. Même la WWE n'oserait jamais faire un truc pareil de jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jamais ils n'oseraient faire ça. À moins que on trouverait un moyen pour me fermer la bouche. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et ce que je peux dire, certes, le match était plutôt cool. Je pensais que ce serait victoire de Liger. Et pourtant, non, victoire de Pillman, qui bat Liger. Et du coup, ce match-là, 3,60. Et oui. Ensuite, il affronte Dean Malenko, le 22 du 1er 1996, 1996. Et auquel, spoiler, certes, le match était plutôt pas mal en soi. Mais victoire de Pillman, qui arrive à surprendre Malenko. Donc ça aussi, ce match-là, 3,60. Ensuite, il affronte Eddie Guerrero lors de Clash of the Champions 32, le 23 du 1er 1996, donc 1996. Et auquel match plutôt bon et correct, avec les deux qui savent au moins ce qu'il fait. Et ça, pour le coup, c'est plutôt parfait, quoi. J'ai pas trop grand-chose à dire là-dessus. Et auquel, ce que je pourrais dire, c'est que je pourrais me dire, ok, ça pourrait être victoire de Guerrero, et pourtant, pas du tout. C'est victoire de Pillman qui bat Eddie Guerrero, et du coup, ce match-là, 3,70, ou plutôt 70 si vous préférez. Voilà. Là, après cette passée de WCW, dommage qu'il n'y a pas eu les matchs WCW New Japan en soi, mais bon, de toute façon, quelle est l'importance, si ce n'est que là, on fait un bond du côté de WWE, plus précisément en WWF, lors de l'épisode d'Euro, auquel c'est le 16 du 6 1997, donc 1997, auquel il affronte Stone Cold Steve Austin, lors du match lequel la moitié des membres des Hart Foundation sont attachés au poteau par les menottes. Donc le Bulldog est attaché, Neidhart est attaché et Owen Hart est attaché. Sauf Bret Hart qui n'était pas dans les parages et auquel ce dernier vendait une blessure au niveau de la jambe.
et auquel certes Pillman doit se débrouiller tout seul face à Steve Austin, qui entre-temps est devenu chauve et de plus en plus agressif, et qui gagne en popularité du côté des États-Unis, et auquel ça va beaucoup lui servir. Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ce match était bien parti jusqu'à ce que Owen Hart va réussir à se libérer, puis après le Bulldog et Neidhart, et que ça va partir en pornawak quand Austin va démonter l'un après l'autre, et pourtant ça va pas les empêcher de le donner un coup à Austin, et du coup c'est victoire d'Austin par disqualification. Il faut que je le trouve. Où est-ce qu'il est? Normalement je l'avais déjà noté. Ah voilà, voilà. Donc oui, c'est victoire par disqualification, et du coup c'est un 3,50, et leur affrontement continue encore et toujours. Bien sûr, à cette période-là, hein. Là maintenant, plus que de matchs après, c'est terminé quoi. Donc là cette fois-ci, ça Ignoraus Canadian Stampede, donc le 6 du 7 1997, et ça oppose la Hart Foundation, donc Bret Hart, Owen Hart, Brian Pillman, Jim Neidhart et le British Bulldog, contre l'équipe de Stone Cold Steve Austin, Ken Shamrock, Goldust et les LOD, donc The Legend of Doom ou The RW, donc les Road Warriors, Hawk et Animal. Et ce que je pourrais dire, c'est que ce match-là aussi, il est parti en bordel, et en même temps parce que la Hart Foundation, ce sont les enfants du pays, les fiers représentants canadiens, alors que l'équipe américaine est plutôt détestée. Sauf Pillman, que lui est américain, mais qu'il est dans l'équipe de la Hart Foundation. Donc lui c'est sûr, il n'est pas détesté. Alors que les 5 autres membres, eux, sont détestés. Et surtout, en particulier, Steve Austin, qui, certes, il est acclamé aux States, mais au Canada, lorsque c'est la Hart Foundation, il est vu comme un véritable tyran. Et du coup, certes, dans ce match-là, certes, il va s'en prendre plein la gueule, Austin. Et d'ailleurs, Pillman aussi va lui en prendre plein la gueule. Par Austin, par Shamrock, Goldust et Elodie. Pareil pour Owen Hart, et j'en passe d'autres. Et pourtant, ça va se conclure avec Owen Hart qui arrive à battre Austin en le faisant un petit paquet surprise. Et c'est grâce à ça, comme quoi, la Hart Foundation ressort grandie. Et pourtant, même à la fin, ça part en bagarre totale. Et il y a Austin qui essaie de s'en prendre à Stu Hart, mais heureusement qu'il va se faire agresser par les autres, parce qu'on n'agresse pas le daron, même si t'as une bonne raison de le faire. Et pourtant, après, à la fin, il va se faire pas éjecter, mettre les menottes et sortir de l'arène, et de laisser la Hart Foundation célébrer en famille et avec le public. Tout simplement. Et après, pour terminer, lors de Ignoraus Grand Zero, le 7 du 9 1997, donc 1997, auquel Brian Pillman affronte Goldust, accompagné par Marlena, et auquel ce match-là, je l'avais déjà cité, pareil pour Canadian Stampede. Mais ce que je pourrais en dire là-dessus, c'est que certes, le match était plutôt divertissant, un peu lourdingue sous les bords, et auquel on peut pas s'empêcher de dire que c'était plutôt pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Pillman qui va battre Dusty Rhodes, enfin Dustin, et qui va s'emparer de Marlena et d'en faire sa chose. Tout ce que je sais. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,20, et ça s'arrête ici. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à en dire là-dessus, si ce n'est qu'on sait comment Pillman a terminé, et auquel il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, et auquel il faut que je trouve directement. Il faut savoir qu'après que Pillman soit décédé, certes, avec le temps qui passe, on se dit ça y est, il n'y aura pas de quelqu'un qui pourrait lui faire honneur, ou encore l'un de ses progénitures, ou quoi que ce soit, qui pourrait peut-être reprendre les marques de Pillman et d'en faire à sa bonne manière, quoi. Sauf que, pardonnez-moi, en 2008, il y a sa fille adoptive de Pillman, donc Alexis Michel Reed, qui est entrée dans la lutte professionnelle, et
au tout début en tant que valet, donc Ring Girls, sous le nom de Sexy Lexi Pillman. Et malheureusement pour cette dernière, le 26 novembre 2009, Reed est décédé suite à une blessure subie dans un accident de voiture. Et elle n'avait que 26 ans. Et du coup, j'étais en mode euh, ok, comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je me demande comment le destin peut tourner d'un coup d'un seul. Et auquel c'est un peu dommage rien que d'y penser ça. Que une autre subisse ce genre de tragédie. C'est une chose assez inexpliquée. Mais en fin de compte, euh, en, en février 2017, l'un de ses fils, donc son véritable fils Sapilman, va également se lancer dans le catch. Tout d'abord à la OVW, donc Ohio Valley Wrestling, pas sous la bannière WWE, mais vraiment sous la bannière de manière indépendante, auquel il va prendre ses marques, puis après aller du côté de la MLW, donc Major League Wrestling, auquel il va former la New Art Foundation 2.0 avec David Boy Smith Jr. et d'autres personnes, il me semble, et que cette personne ira du côté de la AEW, All Elite Wrestling, et auquel vous connaissez sûrement sous le nom de Brian Pillman Jr. Oui, qui décide de se lancer dans le catch et de faire honneur à son daron disparu, et auquel certes il n'a pas forcément trop connu son père, mais auquel il va forcément prendre les fameuses un peu tactiques de son daron. Puis après, certes à la EW il n'a pas été exploité à son plein potentiel, mais qui va se retrouver à la WWE sous le nom de Lexis King. Et oui, et auquel on sait qu'il dirige une faction, The, The Bird, enfin il me semble que c'est ça, les, on va dire les genres de fils de grands catcheurs qui veulent tout leur destiner depuis leur naissance ou depuis leur existence parce que leur daron a été catcheur, vous voyez, le truc du genre. Eh ben, voilà comment je pourrais en dire là-dessus et auquel, tout ce qui est sûr, c'est que pour Pillman Junior, bien sûr, ça semble être un peu bien parti, même si tout ne reste qu'incertain, mais auquel je décide de m'arrêter ici et auquel j'espère, pour lui, il aura un peu plus de chance. Enfin, ça, faut voir avec le temps, hein, parce que malheureusement, je n'ai pas la réponse à tout. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, allez, pour conclure cette vidéo, parce que je sais que ça commence à devenir longue et auquel mon trépied fait n'importe quoi à force de se pencher pour rien du tout. Vous voyez, comme ça. Alors du coup, le documentaire, les matchs, les bonus, les segments promo, les interviews et l'ensemble, je lui mets un 4. Tout simplement, je lui mets un 4. Et du coup, voilà comment... Oups, pardonnez-moi. Voilà comment je conclus cette vidéo. Donc du coup, voilà tout ce que j'en ai à dire. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo... J'arrive pas à parler. J'espère que cette vidéo vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut. Salut, salut, salut.